Hello tout le monde. Du coup, je vous présente à tous Mike. Mike, bien connu pour le business qui s'appelle Dragueur de Paris, mais aussi plein d'autres business. Il va pouvoir nous parler de tout ça et qui est donc un maestro de l'email marketing. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais Mike, je te laisse te présenter rapidement pour que, voilà, que tu en parleras mieux que moi. Et sache aussi que dans les gens qui nous regardent, c'est que des copywriters, pour certains qui connaissent bien, pour certains qui commencent tout juste. Voilà. Mais c'est vraiment que des copywriters qui sont déjà bien éduqués à ce qu'on fait, à tout ce qui est email marketing. Donc voilà, on ne parle pas à des débutants qui viennent de Ok, découvrir ce c'est-à-dire sujet. tout le monde connaît les bases du copywriting globalement, donc ça on est bon. Ouais. Exactement. Ok, très bien. Alors, pour me présenter rapidement, donc Mike, auparavant, donc là aujourd'hui entrepreneur copywriter, mais avant ça, j'étais pas entrepreneur, j'ai été ingénieur en aéronautique pendant 10 ans, donc c'est-à-dire je travaille pour des groupes comme Airbus, Ministère des Armées, etc. C'est un job qui me passionnait, mais au bout d'un moment, j'ai senti que je tournais en rond, c'est-à-dire côté progression de carrière, c'était extrêmement lent. Donc ça, c'est un petit peu le système français, c'est-à-dire c'est extrêmement lent d'avancer dans sa carrière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et j'ai démarré en 2017 dans le milieu de la séduction pour hommes, donc avec une marque qui s'appelle Dragueur de Paris, que j'ai fondée en 2017 et qui existe toujours aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, bon, comme beaucoup de monde, au départ, je commence à créer un site internet et puis tu te dis, bon, c'est cool, je vais écrire 3 articles, je vais créer une page pour postuler un coaching et les clients, ils vont venir tout seuls. Trop bien, je vais pouvoir aller à la plage à Phuket ou ailleurs avec l'argent qui tombe. Sauf que, évidemment, ça se passe, c'est pas du tout comme ça. Et donc, du coup, il a fallu que j'apprenne ce que je n'ai jamais appris à faire jusqu'à présent, école d'ingénieur oblige, le marketing et la vente. Quelque chose qui était extrêmement mal vu dans mon milieu. Dans le milieu des ingénieurs, on considère que, enfin, on appelait les commerciaux, les marketeurs, on les appelait vendeurs de saucisses. C'est-à-dire, on disait que c'était des mecs qui servent à rien. Et c'était dans le milieu, on a la croyance que quand tu as un bon produit qui est bien fait, qui répond aux besoins du client, qui va se vendre tout seul. En fait, ce n'est pas du tout vrai. La réalité, c'est que un mauvais produit avec un excellent marketing se vendra toujours infiniment plus qu'un excellent produit avec un mauvais marketing. C'est cruel, mais c'est la réalité. Donc, du coup, il a fallu que j'accepte ça. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre copywriting, marketing. Je me suis formé, puis je me suis littéralement passionné pour le domaine. Et comme beaucoup, j'ai testé énormément de choses. J'ai testé les webinaires, j'ai testé les pages de vente, j'ai testé les emails, les VSL, etc., etc. Ce qui m'a conduit pendant un temps à littéralement sacrifier ma vie personnelle à cause de ça. C'est-à-dire que je voulais être bon partout, je voulais tout faire. Et du coup, j'étais devenu un espèce de workaholic. C'est un petit peu le travers dans lequel je suis tombé. J'ai failli sacrifier mon couple à cause de ça à l'époque. Jusqu'à ce que je prenne conscience qu'en fait, ce que je faisais n'allait pas. Donc, du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à me spécialiser sur l'email marketing. Pourquoi l'email? Parce que selon moi, c'est la manière la plus simple, la plus facile, la plus rapide et aussi la plus automatisable pour faire des ventes, pour faire tourner un business. Et maintenant, je ne fais que ça. Donc, Dragueur de Paris, par exemple, c'est beaucoup d'email marketing. Mes autres marques également, puisque ce n'est pas ma seule entreprise. Donc, j'ai une autre marque qui s'appelle Lovers in Paris. Donc là, c'est de la séduction pour femmes. Là aussi, c'est du mailing. Une autre marque qui s'appelle Side Business, où c'est donc pour les salariés, pour leur apprendre à négocier une meilleure augmentation. Donc, pour les personnes qui n'ont pas ambition de devenir entrepreneurs et qui veulent rester salariés. Et quatrième marque, du coup, Mike Truck, qui est mon cabinet de consulting en copywriting et notamment en email, qui est devenue ma spécialité, puisque, comme je le disais, je ne fais que ça aujourd'hui. Et du coup, j'enseigne tout ce que j'ai pu apprendre durant ces dures années de labeur à d'autres entrepreneurs qui veulent faire la même chose dans leur business et à d'autres copywriters qui ont envie de vivre de leur passion, parce que être email copywriter, c'est quelque chose qui est d'assez sympa, parce que ça ne nécessite pas de bosser 12 heures par jour. En Clairement. gros, si tu as 3 ou 4 clients, tu bosses 2-3 heures dans la journée, ta journée est finie, tu gagnes très bien ta vie, tu peux voyager partout dans le monde. Du moment que tu as une connexion Internet, tu peux bosser. Tu as une certaine flexibilité dans ton emploi du temps, donc ça représente quand même pas mal d'avantages. Chose qui, à mon sens, on peut en reparler, n'est pas forcément possible quand on passe ses journées à écrire des pages de vente. Tu vois. Ça, on pourra en parler. Moi, je suis assez anti-page de vente et je pourrais expliquer pourquoi Yes, tout à l'heure. yes, carrément.
Ça te prend combien de temps? Petite question, tu vois, comme ça. Tu as écrit combien de mails? Tu as compté en 4 ans? Combien tu en as écrit? Oui, alors je m'étais amusé à compter parce que j'ai mis le chiffre sur mon site. Je suis à plus de 1500 emails au total depuis que j'ai démarré. Donc ça fait 4-5 ans, quoi, grosso modo. Yes. Et aujourd'hui, ça te prend combien de temps pour écrire un mail à peu près? Un quart d'heure. Un quart d'heure, putain. C'est beau, hein, la pratique, hein, quand on fait un truc vraiment à fond, à fond, à fond. Bah, un mail qui, pour certaines personnes, ça va prendre 1 heure, voire 2 heures. Toi, tu le fais craquer en 15 minutes et c'est de qualité parce que ça fait de l'argent après derrière, quoi. Ouais. Bah après, c'est normal, hein. Tu sais, les premiers emails que j'écrivais, effectivement, je pouvais passer 1 heure dessus aussi parce que je voulais qu'il soit parfait. Tu vois, je le réécrivais 3 fois, je changeais Mm. paragraphe et tout. Ça me prenait 1 heure. Et en fait, tu te rends compte d'ailleurs que le perfectionnisme ne sert à rien. Parce que je préconise toujours, c'est pas de passer 1 heure à essayer d'écrire le mail parfait, c'est d'envoyer des emails encore et encore et encore. Quitte à te tromper, quitte à faire des erreurs, parce que c'est en fait ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Ce qui est important, c'est d'accélérer la courbe d'apprentissage pour augmenter la qualité de tes emails. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est en cliquant sur le bouton Mm. envoyer, en ayant des retours de ton audience. C'est-à-dire, parfois, tu envoies un email, tout le monde s'en fout, personne ne répond. Parfois, tu te fais insulter. Parfois, tu reçois des compliments. Parfois, les gens achètent, parfois non. Et en fait, c'est avec la pratique que tu vas construire ta data, en fait, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est ça qui va faire que tu vas écrire tes emails de plus en plus vite. Et à la fin, ouais, tu passes, quand tu as compris le truc, tu passes un quart d'heure, quoi. Mm. Et en plus, il y a un truc vraiment intéressant ce que tu as dit, tu vois, c'est que au- contre le perfectionnisme, t'envoies, tu vois, forcément, bah, ça va pas être parfait. Mais comme c'est de l'email marketing, tu peux réagir sur les retours que tu vas recevoir. Par exemple, si tu as dit une grosse Oui. connerie, c'est genre tu fais une blague de merde, tu fais un truc qui est un peu limite, tu vois, bah, tu peux, ou tu fais, je sais pas, tu fais une faute d'orthographe genre énorme, tu vois, bah, tu Hmm. peux réagir dessus sur le mail du lendemain ou du surlendemain, en fait. Ce qui donc Oui. pouvait être un problème devient en réalité un. Bah, tu peux le transformer en bénéfice, hein, comme on fait tous, on est copywriter, on est tous un peu alchimistes. Donc, C'est ça. une grosse erreur, tu peux le transformer en quelque chose à ton avantage, quoi, tu vois. Et j'imagine que tu l'as Là, déjà tu fait, hein. vois, là, tu vois, sur Lovers in Paris, donc séduction femme, là, je suis en train de former une copywriter qui s'occupe de la liste email. Parce que c'est toujours mieux d'avoir une femme pour écrire des emails Mm. aux femmes. Et je sais que quand elle démarrait, tu sais, elle culpabilisait beaucoup sur les erreurs. En mode, ouais, mais si j'écris cet email, ça va pas être bien, machin. Et elle s'appelle Dorothée. Je lui dis non, mais vas-y, Dorothée, envoie, envoie, envoie. Tu vas t'améliorer, c'est normal. Tu as le droit à l'erreur. Et je t'encourage même à faire des erreurs. Ce qui est important, c'est d'y aller, d'envoyer un email tous les jours, encore et encore, parce que c'est ça qui va faire que tu progresses. Tes emails, ils ne seront pas parfaits day one. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à y aller, à mettre de côté le perfectionnisme, parce que ça marchera toujours Mm. plus que le perfectionnisme. Yes, carrément. C'est une des grandes leçons, d'ailleurs, aussi, que moi j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur, c'est être anti-perfectionnisme. Et du coup, un peu en lien aussi le 20-80. C'est-à-dire qu'au début, on passe beaucoup de temps sur des petits détails et on Ouais. perd, on perd du temps de ouf. Et le temps, je veux dire, le temps, c'est de l'argent, mais surtout, comme il dit, j'aime bien cette phrase d'Anne Kennedy, Money is attracted by speed. Donc, tout le temps Oui. que tu passes à faire ton site internet, à mettre ton email comme il faut, etc., bah, c'est du temps où tu passes pas à faire rentrer de l'argent ou à saisir des opportunités. Hmm. Et les opportunités, hein, il faut les saisir parce que sinon quelqu'un d'autre le fera à ta place. Surtout qu'en plus, ça c'est une vraie leçon aussi, là, ce que je vais donner, parce que c'est hyper important à comprendre. Tu peux passer 3 heures à écrire l'email parfait, t'en sais rien s'il va marcher ou pas. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui décide. C'est-à-dire les personnes qui vont lire tes emails et qui vont te suivre, dire que tu fais du bon boulot, qu'ils apprécient ton travail et acheter chez toi. En fait, c'est un petit peu une grande démocratie, on va dire. Il y a toujours une énorme différence entre ce que toi, tu penses qui va fonctionner et ce qui marche vraiment chez ton audience. Quand j'avais commencé avec donc DDP, Dragueur de Paris, je raccourcis en disant DDP, je ne te raconte pas le nombre de surprises que j'avais eues. Des fois, je faisais des lancements, j'étais persuadé que tiens, cette formation-là, elle allait cartonner. Et en fait, pas du tout. Par exemple, un truc que je prends souvent pour être très concret. Une fois, j'avais tourné une formation, j'ai tourné 40 heures j'ai pris 40 heures pour tourner une formation sur la psychologie des femmes. La promesse de la formation, c'était d'apprendre aux hommes à mieux comprendre les femmes pour mieux communiquer avec elles. Je ne vais Hmm. pas dire que ça a fait un bid, mais ça n'a pas super bien marché. C'était largement en dessous de ce que je pensais versus les 40 heures que j'ai passées dessus. Al contrario, un autre exemple. Je me rappelle très bien, en plus, c'était un soir, j'étais chez moi. Et là, j'ai eu une idée.
l'idée, c'était quelles sont les 7 choses les plus importantes que doit savoir un homme pour réussir à rencontrer et conclure avec une femme. Les 7 trucs les plus importants. Et du coup, là, tout de suite, j'ai eu l'idée, voilà, j'ai voulu pondre ça sous forme d'équation, c'est-à-dire, voilà, l'équation pour conclure avec les femmes. Je te jure, j'ai sorti mon dictaphone, j'ai commencé à enregistrer comme ça. J'ai parlé pendant, donc j'ai fait 7 audios différents et je coupais, je renclenche à chaque fois pour avoir les 7 paramètres de l'équation. Ça m'a pris 2 heures de boulot, même pas. Ensuite, ça m'a pris, j'ai pas fait de page de vente, j'ai fait qu'une séquence email avec un lien vers Podia pour avoir accès à la formation. Le truc a fait un énorme carton. Et ça m'a pris 3 heures de boulot au total, tu vois. Donc, pourquoi je parle, ça c'est une anecdote dont je parle souvent, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'en fait, vous n'en savez rien, c'est ce que vous faites va marcher ou pas. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre audience qui va voter avec sa carte bleue, qui va décider. Et le meilleur moyen de savoir si ça va marcher ou pas, bah, c'est de tester le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que le perfectionnisme n'est pas une bonne chose, en fait. Clairement. Et le fait d'avoir un affect aussi quand on a des échecs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec tant qu'on n'a pas abandonné. C'est-à-dire que si vous êtes en situation où ça ne va pas marcher, il faut plus voir ça comme une leçon d'apprentissage que comme un réel échec, parce que ça fait partie du jeu. Et je pense que toi, Mike, c'est pareil que moi. C'est-à-dire que moi, j'ai genre 100 fois plus d'échecs que de réussites. Clairement. Et l'année dernière, c'est l'année où j'ai fait le plus d'argent de ma vie. Bah, c'est aussi l'année où j'ai eu le plus d'échecs. Et les deux sont clairement liés. C'est-à-dire que j'ai testé plus de choses, tout simplement. Et quand ça n'a pas marché, bah, je n'étais pas en mode, bon, bah, c'est la fin du monde et j'arrête tout, quoi. Ouais, bah, faut savoir mettre son ego de côté, en fait. C'est pas parce qu'on se prend des échecs qu'on est mauvais, qu'on est nul ou machin. Ça fait partie de la vie des personnes qui n'ont jamais d'échecs ou qui ne reconnaissent jamais, parce que j'en connais, qui ne reconnaissent jamais rencontrer des échecs. C'est des personnes qui ne prennent pas assez de risques. Ça, c'est ce que disait Elon Musk. Je crois qu'il disait une phrase comme ça, genre, si vous n'avez pas d'échecs, si vous ne prenez pas assez de risques, si vous n'êtes pas assez disruptif. Ça, c'est important à comprendre. Clairement. Clairement. Donc, tu vois, on voit déjà que tu as fait pas mal de changements de paradigme un petit peu, c'est-à-dire que passer d'ingénieur où la vente, c'est le mal et en fait, il faut juste faire un bon produit. Ouais. Et je fais un produit où je prends 40 heures pour le faire et il ne se vend pas. Et je prends un produit que je fais en 2 heures et il se vend de ouf. Donc, on voit déjà, si vous pouvez redire quelque chose déjà du début d'intervention, c'est que les gros changements de paradigme qu'il a dû faire, Mike, tout au long de sa vie, en fait, en quelque sorte. Et j'imagine qu'il y en a plein, plein d'autres. Et toujours aujourd'hui. Hein. Et toujours aujourd'hui. Ça finit jamais, en fait. Pas. C'est tout le temps. Yes. Du coup, si on part un petit peu sur l'email, donc on s'était dit qu'on allait faire un peu en 3 points. Tu veux commencer par quoi, du coup, pour qu'on aille là-dessus, un peu sur le sujet de l'email, parce que c'est ce qui va intéresser surtout les personnes qui sont là, progresser en tant qu'email copywriter. Alors, il y a un premier point sur lequel on peut commencer, parce que ça, c'est un défaut que je vois chez quasiment tous les copywriters avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et aussi les entrepreneurs. Typique des copywriters qui ont suivi une première ou une deuxième formation en copywriting. L'erreur, c'est de trop s'en tenir aux structures classiques du copywriting et d'oublier que fondamentalement, ce qui est vraiment important, c'est la personnalité de l'email et notamment le fait de fédérer son audience autour d'une marque ou autour d'un gourou. Ça, c'est la grosse différence entre un copywriter débutant et un copywriter avancé. C'est-à-dire un copywriter débutant, voilà, il a suivi sa formation sur le copywriting, donc il commence par le problème en disant oui, toi aussi, tu en as marre quand tu te lèves le matin, que tu fais un boulot qui te fait chier, blablabla. Il va aggraver le problème, ensuite, il va arriver avec la solution, ensuite, il va parler du rêve, donc grâce à ma solution, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Clique ici pour avoir la solution, un peu de scarcity, un peu d'urgence, un PS à la fin pour mettre un closing. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Oui, ça marche. Mais ça, c'est juste le basique. Le problème, c'est que quand tu te concentres sur ça, bah, en fait, tu fais ce que j'appelle un travail académique, donc c'est-à-dire qui est académiquement juste. Les structures sont suivies dans le bon ordre. Voilà, tu as compris les leviers du marketing. On voit que tu as lu Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais on se fait un peu chier quand on lit l'email. C'est un peu ça qui ressort. C'est-à-dire, par exemple, ça, typiquement, dans le Make Money, le nombre d'emails que je vois passer qui se ressemblent tous, il y en a plein. Parce que tout le monde est capable de suivre les grandes structures du copywriting.
Maintenant, le problème, c'est que dans un marché où il y a de la concurrence, vous n'êtes pas seul. Que ce soit en séduction, en make money ou en fitness, vous n'êtes pas les seuls sur votre marché. Et c'est marrant parce que je donnais une interview semaine dernière, on parlait exactement de ça. Et ce qui fait la différence entre vous et les autres, c'est votre personnalité. Et il ne faut pas hésiter à mettre en avant cette personnalité parce que c'est ça qui va fédérer votre audience. Ça, c'est un truc que je fais depuis le début, par exemple sur DDP, également sur mes autres business, en n'hésitant pas à polariser son audience en amplifiant sa personnalité de base. Ça, typiquement, sur DDP, je sais que de base, j'ai une personnalité qui est assez polarisante. Généralement, quand j'arrive, je fais un speech d'une demi-heure. Il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui ne vont pas du tout kiffer. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça se fait en amplifiant justement sa personnalité de base parce que pour les gens qui vont vous apprécier, ça va les fédérer autour de vous. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, du coup, si vous êtes copywriter pour un autre entrepreneur, par exemple, c'est important de passer du temps avec votre client pour comprendre qui il est, pour comprendre comment il fonctionne, pour comprendre c'est quoi les points intéressants de son histoire et venir l'amplifier derrière. Parce que si vous êtes trop neutre, si vous êtes, voilà, salut, je m'appelle Thomas et avant, ma vie, c'était dur et puis maintenant, je présente mes solutions, machin, je vais dire, OK, merci, mais tu es le 50e à me dire ça. En quoi tu es différent des autres, tu vois? Et typiquement, dans la séduction, c'est grâce à ça qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis 4 ou 5 ans, alors qu'ils sont en couple depuis très longtemps. Et pourquoi ils me suivent? Parce qu'en fait, ils accrochent à la personnalité, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, parce que ça évolue, etc. Et en fait, les gens aiment ça, tu vois. Ça, c'est la grosse différence entre des gens qui s'abonnent à une liste email pendant des années et des gens qui vont se barrer au bout de 3 semaines parce qu'en fait, ils te voient venir avec ta structure copywriting parce qu'ils ont vu ça 50 fois. Je confirme à 100% parce que ce que tu viens de décrire, c'est exactement mon cas. Je continue de te suivre alors que je suis en couple, quoi. Et parce que je te suis dans tes aventures et c'est trop cool. Ouais. Je vois que tu es à Varsovie, je vois que tu fais machin, je vois que tu fais bidule. À la base, tu viens pour un problème, mais ce qui fait que tu restes, bah, c'est pour la personnalité en fait de la personne. Et c'est Oui. un point que tu as dit, mais qui est tellement important, et je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a personne qui le fait, et ce qui fait que la plupart des mails, ils sont chiants en fait. C'est clairement chiant, et tu n'as pas envie de les lire dans la durée. Donc tu peux les lire une Oui, c'est fois, ça. tu vois le call to action, bah, tu cliques dessus, peut-être t'achètes pas, mais tu vas lire 5, 10 mails une fois de temps en temps. Après, tu ne vas pas les lire tous les jours, comme on peut faire avec le travail que toi tu fais, quoi. Donc clairement, Ouais. je suis tellement 100% d'accord avec toi par rapport à ça. La problématique Ce que tu as dit, c'est un point vraiment important. Il faut faire, comment dire, il faut emmener votre audience dans votre propre évolution personnelle. Parce que les gens, avant tout, ils ne veulent pas connecter avec une marque qui est juste là pour faire de l'argent sur eux. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Les gens, ils veulent connecter à quelqu'un parce qu'ils prennent plaisir à suivre l'évolution de la personne. Par exemple, quand vous regardez sur YouTube des personnes que vous suivez depuis des années, alors, je ne sais pas qui vous regardez sur YouTube. Moi, je sais qu'il y a des personnes, ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je les suis parce qu'en fait, ils continuent d'évoluer constamment. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Et aujourd'hui, ce sont des personnes complètement différentes d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans. Et en fait, je continue de les suivre, non pas parce que je suis intéressé par leurs produits ou machin, mais parce que je suis leur évolution. Et évidemment, avec leur évolution, ils vont proposer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va racheter. Par exemple, il y en a un que je suis, que j'aime bien. J'ai commencé à le suivre il y a quoi? Il y a 7 ans. C'était un YouTuber sur le fitness, tu vois. Et au début, je le suivais parce qu'il me faisait un peu délirer, parce que j'aimais bien quand il parlait de muscu. 3-4 ans après, il a fondé une marque de vêtements. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ses vêtements parce qu'en fait, j'accroche à la personnalité du mec, tu vois. Alors qu'au départ, en fait, il n'était pas du tout de question de marque de vêtements, tu vois. Et ça, c'est vraiment un énorme secret qui est souvent sous-estimé parce que souvent, on veut du court terme. On se dit, ouais, je vais bourriner sur mon premier funnel pour faire acheter le produit front-end, pour maximiser les conversions sur l'upsell. Et après, le reste, je m'en fiche, c'est fini. Et en fait, non, pas du tout. La première vente, c'est que le début, en fait. Parce qu'un client qui achète chez vous, il peut potentiellement racheter, puis encore racheter, et racheter, et racheter, et racheter. Et à la fin, ça donne une LTV, une lifetime value qui est explosive. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Mais ça se fait avec la personnalité de la personne qui parle par email.
Et c'est pour ça que c'est important. Alors, je sais que ça fait un peu mindset, mais c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une cause, en fait, dans ce que vous faites. Par exemple, je vous prends l'une de mes causes. Je vais vous donner 2 exemples. L'une de mes causes sur DDP, la séduction pour hommes. Donc, il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe, d'ailleurs, souvent la séduction pour hommes. Pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur? Parce que si je fais DDP, ce n'est pas que pour des questions de business. C'est une cause qui me tient à cœur parce que j'ai vécu ce parcours-là moi-même. C'est-à-dire jusqu'à mes 20 ans, j'étais un geek. J'avais un physique de cadavre, j'étais extrêmement maigre, j'étais constamment rejeté. Quand je m'approchais des femmes, j'avais des boutons sur le visage et tout. Je me faisais dégager, mais comme une merde, tu vois. Et en fait, ça, c'est un passif tellement lourd que j'ai réussi à solutionner après. Et comme je sais que c'est quelque chose de lourd, ma cause, c'est d'éviter à d'autres hommes d'avoir le même destin, tu vois. C'est d'éviter également à d'autres hommes d'être coincés dans ce que j'appelle des couples par défaut, tu vois. Les couples par défaut, c'est des hommes qui se mettent avec quelqu'un, faute de mieux, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et parce que vaut mieux ça que de rester célibataire pendant des années, et aussi parce qu'ils subissent la pression de leur entourage, les injonctions de leurs parents qui leur disent bon, Nicolas, c'est quand que tu nous présentes une chérie ou machin. Donc les mecs finissent par craquer et ils se mettent avec la première qui leur dit oui. Et ce que je dis, encore une fois, je ne l'invente pas. J'ai des centaines de mecs chaque année qui nous le disent au téléphone. Et le pire, c'est qu'ils le savent. Ils le savent depuis le départ, tu vois. Et ça fait d'énormes dégâts dans les relations hommes-femmes. Et du coup, l'une de mes causes, c'est de combattre ça, tu vois, c'est-à-dire de redonner confiance aux hommes pour qu'ils aient le courage d'affronter leur célibat et de rencontrer vraiment la femme de leur vie, tu vois. Ça, c'est une première cause. L'une de mes causes sur mon business donc de copywriting Mike Troy, c'est parce que pendant un moment, j'étais ce qu'on appelle un work alcoolic, c'est-à-dire que je travaillais 12 heures par jour, j'ai commencé à sacrifier ma santé, ma vie personnelle. J'ai failli détruire mon couple également à cause de ça, parce que j'étais obsédé par le chiffre d'affaires, j'étais obsédé par le fait de faire du taf qui soit parfait, de monter une boîte qui tourne, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'enseigne l'email marketing, parce que selon moi, l'email marketing, c'est ce qui te permet d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire d'avoir une boîte qui tourne, de très bien gagner ta vie, de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux, autour du monde. Là, par exemple, je suis pas à Paris, je suis à Varsovie, tu vois, et je peux travailler grâce à ça. Donc, d'avoir une vie professionnelle et personnelle équilibrée. Parce que je sais ce que c'est le work alcoholic, je sais que ça peut littéralement détruire des vies personnelles. Et mon leitmotiv, ma cause, c'est de combattre ça, justement. Et ça, c'est hyper important de fédérer des personnes autour de vous avec cette cause qui doit être émotionnelle, en fait. Vous devez parler d'émotion quand vous parlez de ça. C'est trop bien, Mike, tout ce que tu racontes. Tu as ouvert pas mal de portes, mais c'est trop cool. Je vais en rattraper quelques-unes. Là, sur le premier truc que tu disais, moi, ça m'a fait penser à The One Sentence Persuasion. Tu disais que c'est un peu mindset, mais non, c'est pas juste mindset. Oui, effectivement, c'est mindset. Effectivement, c'est ultra important parce que après, au-delà de l'argent que tu génères, il faut continuer à te motiver, à avoir envie de faire ce que tu fais. Mais c'est aussi dans The One Sentence Persuasion, c'est qu'il vous faut un ennemi à qui jeter des cailloux. Et l'ennemi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que tu décrivais. Donc, c'est important d'un point de vue mindset et c'est aussi hyper important d'un point de vue copy. Donc, voilà, je voulais juste faire le petit parallèle par rapport à ça. Et j'ai une question à te poser. Ce que tu disais, il faut que vous, en tant que copywriter, vous passiez du temps avec vos clients. Et je suis 100% d'accord. Moi aussi, on a mis en place quelques petites stratégies par rapport à ça. Est-ce que toi, tu peux partager comment tu fais, comme tu mets en lien des copywriters et des entrepreneurs et que tu as des copywriters aussi qui bossent pour toi, comment tu fais pour faire cette mise en lien pour qu'ils puissent raconter tes histoires sans que ce soit toi qui écrives, quoi? Ça, je pense que c'est une question qui peut intéresser les copywriters qui sont parmi nous, quoi. Oui, alors il y a 2 étapes. Il y a l'avant et le pendant. Donc l'avant, c'est quand vous commencez à collaborer avec votre client. Évidemment, vous avez fait un call avec lui, non pas pour parler que de son business, parce que ça, c'est souvent l'erreur que font les copywriters, c'est-à-dire ils vont poser des questions genre ouais, c'est combien le panier moyen, c'est quoi la gamme produit, c'est quoi les best-sellers, machin. Ouais, ok, c'est important de savoir ça, je ne dis pas le contraire. Mais plus important que ça, c'est de connaître la personnalité de votre client pour savoir qui il est, quel est son type de personnalité. Est-ce qu'il est plutôt extraverti, introverti? Est-ce qu'il est plutôt directif ou plutôt timide? Est-ce qu'il est plutôt rationnel ou émotionnel? Etc., etc. Parce que si votre client, c'est, je ne sais pas, la caricature de l'ingénieur, par exemple, derrière, votre communication, il faudra qu'elle soit en ligne avec ça. C'est-à-dire qu'il va falloir parler de chiffres, de faits, de rationalité, de méthodes, de techniques, etc. Parce que votre client, il est comme ça.
Alors qu'à contrario, par exemple, il y a une de mes clientes qui est une femme qui enseigne elle fait du coaching de couple, en fait. Et c'est une femme, et elle, ça va être un vocabulaire complètement différent. Elle, ça va être l'émotion, la reconnexion, connexion avec soi, connexion avec son partenaire de vie, se sentir bien, etc. Donc là, ça va être un vocabulaire complètement différent. Et typiquement, pour cette cliente-là, on ne va pas parler de chiffres, de faits, de méthodes, de techniques. C'est suicidaire de parler de ça, parce que ce n'est pas son positionnement. Donc, c'est déjà la première chose à comprendre, c'est voilà, qui est votre client et de passer du temps avec lui. Ensuite, si votre client il a bien fait son boulot, normalement, il a à minima une page à propos quelque part sur son site, ou alors une série de vidéos, ou alors une interview YouTube, ou tout ça à la fois, où il raconte son histoire. S'il ne l'a pas fait, là, il faut lui dire parce que c'est quelque chose qui manque. Ah, vous lui Donc, mettez un petit upsell en même temps. pardon? Tu lui mets un petit upsell en même temps, quoi. Bah ouais, par exemple, ça peut être typiquement un truc qui marche bien moi, sur DDP, qui a convaincu beaucoup de clients d'ailleurs. C'est une interview de 1 heure avec le manager de l'équipe où je raconte mon histoire en fait. Donc, normalement, votre client, il devrait avoir un contenu un peu comme ça où il vous partage son histoire. Et là, ça vous permet de comprendre qui est votre client. S'il n'a pas de contenu comme ça, il faut absolument qu'il en fasse un. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la cause. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de connexion qu'il va y avoir entre le gourou et l'audience. Donc, tout ça, c'est du taf à faire avant. Et normalement, si vous faites tout ça, vous avez plus ou moins cerné qui est votre client. Un autre outil que je peux vous donner qui marche bien, que moi j'utilise personnellement, c'est l'outil du disque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez aller voir sur Internet après l'interview. Le disque, c'est un outil de communication qui permet de cerner rapidement quel est le style de communication de votre client. Donc, il y a 4 styles de personnalité, d'où l'acronyme DISC. Donc, D comme dominant, I comme influent, S comme stable et C comme consciencieux. Donc, le D, c'est le rouge, c'est la personne qui va être plutôt directif, rentre dedans, résultat rapide, etc. L'influent, ça va être la personne très extravertie qui est en permanence en recherche de la dernière nouveauté, la nouvelle mode, qui veut faire la révolution, etc. Donc, c'est un peu le révolutionnaire. Donc, ça, c'est l'influent. Ensuite, le S, le stable. Donc, ça, c'est couleur verte sur le disque. C'est la personne plutôt introvertie, posée, qui veut être bien avec les gens, qui cherche à éviter le conflit, qui veut, qui veut bien faire son boulot, qui ne veut pas être emmerdé. Et ensuite, on a le C de consciencieux, donc le bleu. Et le bleu, ça, c'est l'analytique. Donc ça, sur le disque, le bleu, c'est ma personnalité. Donc moi, je suis avant tout quelqu'un de plutôt analytique. Et du coup, quand je communique sur mes listes email, je le fais avant tout avec un point de vue analytique. Et qui se ressemble, s'assemble. C'est pour ça que sur DDP, donc sur Séduction pour Hommes, pas la totalité, mais une bonne majorité de nos clients, ce sont des ingénieurs, des techniciens, etc. Parce que justement, ce sont des personnes qui s'identifient à cette personnalité-là. Donc, n'hésitez pas à faire passer un test disque à votre client. Il y a plein de tests sur Internet qui permettent de le faire. Ça va vous permettre de cerner très vite la personnalité de votre client pour que vous puissiez vous adapter derrière. Donc, ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser. Donc, tout ça, c'est à faire avant. Ensuite, il y a le pendant. Donc, c'est-à-dire une fois que vous avez commencé à travailler ensemble, comment vous faites une méthode que moi, j'applique, je peux vous recommander, j'appelle ça la méthode asynchrone. La méthode asynchrone, c'est en gros, vous avez un canal WhatsApp avec votre client. Et en fait, vous allez lui demander à chaque fois qu'il a une anecdote, un événement, un truc qui lui passe par la tête, quelque chose qu'il estime utile de vous partager, vous dites à votre client, tu dégaines ton téléphone et tu me fais un audio. Comme ça. Donc, par exemple, voilà, pour Séduction pour Hommes, si je donne un exemple, c'est par exemple à la personne qui s'occupe de la liste email. Je ne sais pas, à un moment, imaginons, j'ai un rendez-vous, un date avec une femme. Et en partant du date, je dis tiens, là, ça me fait penser à un truc, parce que là, elle m'a dit une phrase, machin, hop, je vais sortir mon téléphone. Et là, je vais dire ouais, écoute, j'étais un date, et puis là, elle m'a dit ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que nanana, nanana. Et un audio très simple de 2-3 minutes, derrière, ça vous donne toute la matière première pour que le copywriter il prenne le relais, qu'il mette ça au propre, qu'il fasse une belle histoire, un bon storytelling avec un début et une fin et un bon appel à l'action en bonne et due forme derrière. Et ce qui est bien, ce que j'aime avec la méthode asynchrone, c'est que c'est flexible. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, moi, ça m'arrive, il y a des fois, je suis ultra inspiré, je vais faire 5, 6, 7 audios d'un coup. Comme ça, genre, j'ai plein d'idées qui fusent, machin. Et des fois, je dis rien pendant 3 jours.
parce que pendant 3 jours, j'ai rien qui me passe par la tête. Ça, c'est le gros avantage de la méthode parce que du coup, le copywriter, il va pouvoir faire sa base de données de contenu par rapport à ce que partage le gourou. Et au besoin, il suffit qu'il aille piocher dedans. Et en fait, c'est comme ça qu'on évite le syndrome de la page blanche. Parce que ça, je sais qu'à chaque fois que je forme des mails copywriters, ça, c'est l'un des blocages numéro 1 que j'entends, c'est le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire le mec, il doit écrire son email, il est là, merde, de quoi je parle? Et là, il bloque. Il ne sait pas de quoi parler. Et bien ça, c'est une très, très bonne méthode pour ne jamais avoir le problème de la page blanche, parmi d'autres qui existent. Je confirme de ouf, on l'a mis en place aussi l'année dernière avec des clients. C'est trop bien. Et c'est même trop bien aussi pour le client parce que j'imagine, toi, tu kiffes envoyer ces audios-là à tes copywriters. Ah ouais, c'est du plaisir aussi. C'est du plaisir. Hein. Ça te permet de sortir des trucs que tu as en tête. Et puis, tu sais, tu n'as pas forcément quelqu'un à qui en parler. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas déranger ton équipe ou des potes ou des gens de ta famille pour leur partager ton dernier date. Alors que là, là tu peux le faire, en fait. Et c'est trop cool, tu vois. C'est vraiment trop cool. Ah ouais. On a mis en place avec pas mal de clients et c'est vrai que c'était une putain de méthodologie. C'est marrant qu'on s'est retrouvé à faire la même chose, mais ouais, c'est vraiment, vraiment top. Et tu le fais quand tu es chaud en plus, c'est ça qui est bien. Parce que si dans tu l'énergie. dis, par exemple, imaginons que tu es dehors et tu te dis, tiens, il faut que j'écrive pour écrire l'idée que je viens d'avoir. Je sais pas, imaginons que tu as 1 heure de route de chez toi. Le temps que tu rentres chez toi, en fait, peut-être l'inspiration, elle sera partie, en fait. Tu vois, elle aura disparu. Alors qu'en fait, là, c'est juste, tu dégaines ton téléphone et tu enregistres. Comme ça. Je peux vous partager un truc. Moi, je le fais pour moi-même. J'ai une application qui s'appelle Day One. Alors, c'est sur iPhone, mais il y a une autre sur Android. Et en fait, ça vous retranscrit après le texte. Et donc, c'est synchronisé après avec mon ordinateur, etc. Et donc, parfois, les trucs sont quasiment déjà préécrits. Et donc, ça, c'est super cool pour accélérer aussi le truc. Donc, j'ai une bonne idée. Boum, je prends mon application. Et en fait, ça me fait écrire des mails super vite parce que je rentre chez moi, j'ai plus qu'à l'éditer, quoi, en fait. Donc, un mail qui devrait me prendre 3 quarts d'heure, il va me prendre 10 minutes parce que j'ai plus que l'editing à faire. Quoi. Donc, c'est pareil, c'est des petits hacks pour accélérer le truc. Super conseil. Tu as dit l'avant-pendant, j'imagine qu'il y a un après aussi. Enfin, peut-être pas. Non, peut-être pas dans ce cas-là. Non, c'est que du pendant. L'après, c'est quand vous arrêtez de bosser ensemble. Oui. J'y ai pensé après. Le but, c'est… de toute façon, le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire que souvent, moi, quand je forme des copywriters, souvent, ce qu'ils me disent, c'est ils n'ont pas envie de monter leur boîte, souvent. En fait, ils ont envie d'avoir leur petit rituel, leurs quelques heures de boulot, tout en gagnant bien leur vie, en ayant la flexibilité de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent, etc. Tu vois. Et l'entrepreneur, de son côté, lui, il veut construire une boîte qui tourne, une boîte qui évidemment est rentable, parce que si elle n'est pas rentable, c'est un peu embêtant. Donc, du coup, le but, et c'est aussi ce que je fais avec mon cabinet, c'est de rassembler ces deux populations pour travailler ensemble, évidemment, travailler ensemble le plus longtemps possible parce que c'est au bénéfice des deux personnes, tu vois. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a une personne qui s'occupe de Alistibel, à qui il fait confiance. Parce que, crois-moi, trouver quelqu'un de confiance, c'est difficile. Pour moi, c'est important, tu vois, la confiance. Et je sais que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, tu vois. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bloquent un peu à l'idée de confier leur liste email à un copywriter parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais c'est plus moi qui écris l'email. Les clients, ils vont s'en rendre compte. Ils ne vont pas aimer. » Ah, et s'il fait n'importe quoi, le copywriter, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir des désinscriptions, les gens vont arrêter de me suivre. Et ça, c'est des vrais blocages, tu vois. Et du coup, ce que je fais, c'est que je rassemble ces deux populations sur une base de confiance où les deux personnes vont se faire confiance, vont travailler ensemble parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Tu vois, l'intérêt du copywriter, ce n'est pas de changer de client tous les 3 mois. Ça n'a aucun intérêt. Et l'entrepreneur non plus. L'entrepreneur n'a pas envie de changer de copywriter tous les 3 mois. Le but, c'est que chacun s'y retrouve, tu vois, pour que ce soit gagnant-gagnant. Et voilà, en tout cas, c'est ce à quoi je crois. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au fait de rassembler ces deux populations parce que les entrepreneurs n'ont pas forcément envie de passer des années à écrire des emails parce qu'ils ont une boîte à faire tourner. Tu vois. Quand tu es un entrepreneur, tu dois gérer la comptabilité, tu dois faire du management, tu dois gérer les équipes, tu dois relancer les clients, tu dois t'occuper de l'acquisition, comment on fait pour faire l'acquisition, etc., etc. Tout ça, c'est hyper chronophage, tu vois. Et ça, je m'en étais rendu compte il y a quelques années, c'est-à-dire pendant très longtemps sur DDP, c'est moi qui écrivais les emails, en plus de toutes les autres tâches liées à la gestion d'une entreprise. Et en fait, il y a un moment, tu bloques, tu ne peux pas tout faire ça à la fois. Tu ne peux pas être excellent en écriture d'email et t'occuper de ta boîte, ou alors tu vas bosser 15 heures par jour, tu vois. Mais si tu fais ça, c'est ce que j'ai fait avant, c'est l'erreur que j'ai fait. Si tu fais ça,
tu vas tuer ton couple si tu es en couple parce que ta femme ou ton conjoint va te reprocher de trop travailler et ça va détruire ton couple. Ça va détruire ta vie de famille parce que tu vas arrêter de voir ta famille parce qu'il faut bosser, il faut bosser. Tu vas arrêter de voir tes amis, tu vas arrêter de sortir, tu vas arrêter d'aller au resto, tu vas plus aller boire des coups avec tes copains le vendredi soir, le samedi soir. Tu vas pas voyager parce que tu vas culpabiliser de voyager. Et à la fin, tu détruis ta vie personnelle, en fait. Donc, à un moment, ça, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années, tu vois. À un moment, tu dois faire un choix, c'est-à-dire soit tu gères une boîte ou soit tu te spécialises sur les emails, tu vois. Et chacun sa spécialité. Et du coup, mon but, c'est de rassembler les deux populations pour travailler ensemble là-dessus. Ouais, super idée. On en parlera un petit peu après, à la fin de l'interview. Euh, on a fait le premier point. On fait le deuxième. Tu avais préparé quoi? Yes. Deuxième point, très très important aussi, gros défaut que je vois peut-être chez 100% de mes clients, franchement. J'ai jamais vu un client qui appliquait pas ce secret-là. Ouais, non, jamais. J'aurais jamais vu. C'est d'être imprévisible. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un audit avec un client, parce que quand je travaille avec quelqu'un, on commence par un audit, c'est pour savoir où il en est, etc. Et le truc que je vois à chaque fois, c'est tu devines à l'avance, ça va être quoi le mail de demain. Tu sais que ça va être la même structure. Tu sais qu'il va parler de la même chose encore et encore. Tu sais qu'il va parler du problème. Tu sais qu'il va suivre les structures classiques du copywriting. Et en fait, tu te fais chier au bout d'un moment. Et ce qui marche bien, voilà, c'est d'être imprévisible mais d'avoir une grosse variabilité dans les structures de tes emails. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, une semaine, tu fais un lancement. Donc, je ne sais pas, pendant 4 jours, tu vas dire, tiens, formation, machin. Le lendemain, tu vas faire un email de 5 lignes où tu vas dire, tiens, j'ai vu une vidéo sympa, je te la partage. Hop, tu vas la partager. Le mail d'après, tu vas dire, écoute, je n'ai pas envie d'écrire des emails, à demain. Et tu n'envoies rien, tu vois. C'est vrai que tu fais ça, oui, je m'en rappelle. L'email d'encore après, tu dis, ah tiens, j'ai décidé de partir en voyage et je vais te raconter ça. Ça, c'est un truc que je fais très souvent, c'est un vrai conseil que je peux vous donner. Ouais, je voulais t'en parler. C'est très, très puissant ce que tu fais avec ça. Ouais. Et ça, putain, il y a tellement peu de gens qui le font, mais c'est super puissant. La seule personne que je connais qui fait ça, c'est Antoine Même, tu vois, pour te dire. C'est le seul mec que je connais qui applique ce conseil. Sinon, j'ai vu personne d'autre le faire. C'est vous voyagez, vous emmenez votre audience avec vous. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des voyages à Varsovie, qui est une ville que j'adore, en fait, je commençais à écrire les mails jour 1, nanana, jour 2, nanana, jour 3, nanana. Et chaque email, il y avait un truc différent. Et ça scotchait les mecs. Parce que les mecs, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, il va nous parler de quoi demain? En fait, ils ont envie de savoir. Et tu termines sur un cliffhanger à chaque fois. Tu dis, tiens, ce soir, j'ai prévu de faire ça. Rendez-vous demain pour savoir comment ça s'est passé. Et c'est comme une série Netflix qui s'arrête jamais. Tu vois, en fait, les mecs, ils vont te suivre pour savoir ce qui se passe. Et pour te montrer à quel point ça marche, là, ça fait quoi? Ça fait 1 an que je vais assez régulièrement à Varsovie. Avant, j'y allais jamais, tu vois. Et en partageant ces aventures-là, en fait, il y a plein de mes clients qui se sont mis eux aussi à leur tour à aller à Varsovie pour voir ça de leurs propres yeux parce qu'on leur a donné envie, tu vois. Et ça, quand tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu as réussi à capter ton audience, à fédérer ton audience autour de tes aventures parce que tu as réussi à leur donner envie de faire la même chose, tu vois. Un autre exemple que je peux donner, c'était en novembre de l'année dernière. À un moment, j'avais envie de voyager et je ne savais pas où aller. J'hésitais entre 3 villes. J'hésitais entre Athènes, Riga et Tallinn. J'avais envie de me faire un trip d'1 semaine. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un mail aux audience. Je dis, bon, les gars, votez. Où est-ce que je vais? Choisissez. Ça, c'est 3 villes où j'ai envie d'aller. Vous votez. Donc, du coup, boost, délivrabilité, engagement, machin, parce que du coup, il y a plein de mecs qui vont répondre à vos emails. Donc, ça, c'est une petite technique très simple, mais redoutable pour augmenter l'engagement sur la liste email. Les mecs, ils vont dire, tiens, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Et du coup, les mecs, ils vont attendre le mail du lendemain ou du surlendemain pour savoir c'est quoi le vote majoritaire. Et après, voilà, au bout de 2 jours, on dit, la ville qui a été élue, c'est Athènes. Donc, du coup, c'est là où je suis allé en novembre. Et je raconte ce qui se passe à Athènes, tu vois. Et encore une fois, faire ça n'empêche pas de faire des ventes parce que vous racontez vos aventures et en fait, vous adaptez votre call to action à la fin par rapport à ce que vous voulez vendre. Ça peut être un coaching, ça peut être une formation, ça peut être un pack de formation, ça peut être 1 heure avec vous, ça peut être n'importe quoi. Vous adaptez à chaque fois.
Et avec ça, en fait, c'est vraiment le gros secret pour avoir des personnes qui vont vous suivre, mais pendant des années. Et ça, encore une fois, il y a quasiment personne qui le fait. Pourtant, c'est simple. Et c'est ça qui fédère une audience autour de vous. Et ça marche quel que soit le marché. Vous fassiez du make money, de la séduction, du parapente ou n'importe quoi. Ça fonctionne pour tous les marchés. Il y a Russell Brunson qui en parle, mais je trouve, bizarrement, il ne le fait pas très bien. Il appelle ça la séquence soap opéra. Donc, soap opéra, c'est comme les séries, justement, avec la même idée, avec je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais bon, effectivement, il ne le fait pas très bien. Et ouais, pareil, je ne connais pas grand monde qui le fait. Antoine BM, toi, et peut-être Greg, un petit peu à la limite parfois. Mais Même Greg, c'est light, hein, je trouve encore. ouais, pas énormément. Tu gagnes le Tu faisait un vois, petit Antoine peu. BM, c'est un bon exemple parce que c'est une des rares personnes que je suis depuis très longtemps, depuis 4 ou 5 ans, parce que justement, il applique ces concepts-là. Le concept d'emmener son audience et de faire évoluer son audience avec soi, tu vois. Et encore une fois, je le fais depuis 3-4 ans et enfin, ça marche, quoi. Alors que si vous évoluez pas, bah, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont vous voir venir à l'avance, ils vont se désabonner. Ouais. Ils vont se désabonner non pas parce que vous êtes pushy ou que vos produits sont nuls ou que votre page de vente n'est pas bonne. Ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont se désabonner. C'est qu'en fait, ils vont avoir cette impression qu'ils ont tout appris avec vous, que vous ne savez plus les surprendre. Et oui, je vois dans les commentaires, Stéphane Georgi aussi le fait un petit peu aussi. Ouais. C'est un des rares aussi que je suis pour cette raison-là. Parce que Stéphane Georgi, ouais, il raconte tiens, quand il va acheter son ranch ou quand il va visiter telle propriété, machin. Ça se passe mal En avec plus, sa ça lui femme. permet de se positionner. Parce que tu sais, Stéphane Georgi, il se promène, il dit ouais, là, j'ai le truc, il a 1 million ou 2, ouais, je ne sais pas si je vais acheter, machin et tout, tu vois. Tu vois, il parle de ça. Donc, déjà, ça permet de construire son autorité. Mais en plus, il partage ses aventures avec son audience et tu as envie de le suivre. Tu as envie de le suivre pour cette raison-là. Yes. Et en fait, derrière ça, il y a le mot nouveau, en fait, et donc, le mot Oui, nouveau qui est extrêmement puissant et que la oui. nouveauté doit se retrouver partout, partout, partout dans tout ce que vous faites, parce que sinon, on s'emmerde. Et avant même de cliquer, on sait ce qui va se passer. On ne regarde pas. C'est comme si on regardait une série, on connaissait déjà la fin. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et je rajoute juste un Je truc vais te par. prendre un bon exemple que je connais bien, du coup. C'est comme dans un couple. C'est avec ce qu'on appelle la routine. En fait, dans vos listes email, vous avez également la routine du couple. C'est-à-dire, si vous faites toujours la même chose, qu'on vous voit venir à 3 km, les gens se lassent, ils se désinvestissent, ils passent de moins en moins de temps avec vous, comme dans un couple. Quand vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, depuis 2 ans que vous habitez ensemble, que tous les jours c'est pareil, que tous les soirs vous regardez la même série, que tous les jours vous mangez à la maison, qu'il ne se passe rien, que tous les samedis soirs vous faites la même soirée avec les mêmes copains au même endroit, etc., vous croyez, il va se passer quoi? Vous allez tuer votre couple. Vous allez tuer le désir en faisant ça. Et en fait, c'est comme dans un couple, régulièrement, très souvent, il faut créer de la surprise. Par exemple, avec votre femme le samedi, par exemple, le samedi midi, tu dis tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit, viens avec moi, viens, on y va. Hop. Tiens, j'ai envie de faire ça, allez, boum, on y va. En créant de la surprise, en faisant les choses différemment, des choses que vous n'avez jamais fait. Exactement comme dans un couple. Et ça, c'est le secret d'un couple qui dure. Et en fait, votre audience par email, ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Voyez-la comme votre conjoint, comme votre conjointe. C'est quelqu'un qui doit en permanence évoluer avec vous et être surpris. Et si vous faites ça, même si vous n'êtes pas un excellent vendeur, les gens vous suivent pendant des années, ils vont quand même acheter chez vous parce que c'est ça qui fait acheter. Ce n'est pas le fait de suivre la structure parfaite du copywriting, machin. C'est autre chose. Je rajoute juste un truc, mais je suis 100%, 1000% d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je le fais aussi dans le mail, c'est-à-dire que la nouveauté, c'est-à-dire d'un mail à l'autre, mais dans le mail, il faut aussi qu'il y ait des patterns interrupt, des changements. C'est-à-dire qu'au début, Oui. on va faire un truc qui va attirer l'attention, on va partir dans une direction, et quand là, les gens, ils ont un peu l'habitude, ils vont savoir comment tu vas terminer, en fait. Mais là, tu vas casser le truc en faisant un gros changement, ou en t'arrêtant en plein milieu, ou en parlant d'autre chose, ou des trucs comme ça. C'est un truc que je fais tout le temps, parce que oui, effectivement, être imprévisible, c'est le mot que tu as dit, c'est hyper important. Nickel. Franchement, Mike, tu nous régales là aujourd'hui. Là. Je Cool. pensais que ça fait déjà 3 quarts d'heure, je pensais qu'on allait faire ça rapidos, tu vois. Mais écoute, c'est trop cool, tu apportes de la valeur de ouf à l'audience et je pense que tout le monde kiffe. Si vous kiffez d'ailleurs, mettez un petit, partagez-le, là, dites, live de fou, nous dit Isabelle. C'est cool s'il vous plaît alors. Ça me fait plaisir. C'est limite une formation. Là. Grosse valeur. Merci Mike. Top.
Ok, cool. Merci. Bon, tout le monde est content, c'est cool. On va pouvoir passer au troisième et dernier point, qui est donc, Mike, nous t'écoutons. Troisième et dernier point, c'est de comprendre que, alors c'est deux choses en fait, c'est deux en un comme on dit. Je les donne directement, je vais approfondir. Donc les deux en un, c'est un, toujours avoir quelque chose à vendre, toujours. Et deux, de comprendre que l'argent, il se fait dans la LTV, il se fait dans le long terme. Pourquoi je vous donne ce conseil-là? Parce que systématiquement, il n'y a pas une seule exception. À chaque fois que je fais un audit auprès d'un entrepreneur, donc là c'est plus pour les entrepreneurs, leur démarche, quand ils font de la publicité, c'est d'essayer de faire du bénéfice day one, donc c'est-à-dire tout de suite, le plus vite possible. Et bon, ce que je comprends, puisque la pub, ça coûte cher, sauf que le problème, c'est la vérité est ailleurs, comme on dit dans X-Files, je crois. La vérité est ailleurs. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est que le premier achat d'une personne chez vous, c'est juste le premier achat. C'est vraiment sur le très long terme que vous allez faire de l'argent. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur DDP, donc Séduction pour Hommes, ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui débarquent sur la liste email. Je ne sais pas, ils achètent un petit produit à 37 balles ou un truc comme ça. Ils ne font rien pendant 6 mois, 1 an, mais ils continuent de suivre les emails. Et à un moment, il va se passer un truc dans leur vie qui vont se dire « Allez, j'achète ». Les mecs vont réserver un coaching, ils vont lâcher 4 000 € d'un coup en 15 minutes de call. Ça, c'est un scénario qui arrive extrêmement souvent. Et ça, c'est aussi l'un des secrets d'une liste email quand vous appliquez tous les conseils qu'on a vus. C'est que du coup, en fait, vous allez convaincre sur le long terme vos prospects, donc votre audience. Et à la fin, en fait, ils vont être limite préachetés. C'est le gif qu'on voit tout le temps, shut up and take my money, tu vois. À la fin, c'est ça. C'est-à-dire des mecs qui ont lu vos emails pendant 6 mois, 1 an non-stop. À la fin, c'est dis-moi ton prix, j'achète. Et ça, c'est arrivé très souvent. Donc, le vrai conseil que je donne, c'est soyez pas obsédés par la maximisation du panier moyen sur le premier funnel, parce que c'est juste le premier funnel. La priorité sur le premier funnel, c'est que le mec applique et ait de premiers résultats et que globalement, il passe un bon moment. Parce que c'est ce qui va faire qu'il va rester chez vous, qu'il va continuer de rester abonné à la liste email et que plus tard, il va acheter un coaching high ticket ou il va acheter votre pack de formation. Parce que ça arrive aussi sur les formations. Typiquement, c'est des personnes comme ça qui, par exemple, sur les calendriers des emails, à peu près 3 mois, on fait ce que j'appelle l'opération Black Friday. Donc, l'opération Black Friday, c'est moins 60, moins 70% sur tout pendant 5 jours, par exemple, à peu près tous les 3 mois. En fait, des personnes qui disent chaque jour vos emails, ce jour-là, putain, ils vont y aller, ils vont lâcher 2000, 3000 balles comme ça, juste en formation. Et peut-être même après reprendre un coaching, tu vois. Et il faut toujours avoir quelque chose de plus à vendre. Tu as acheté une formation, ah bah tiens, tu peux acheter ça parce que c'est complémentaire. Ah bah tiens, tu peux prendre le coaching parce que ça te permet d'avoir les résultats plus rapidement. Ah, tu as déjà fait un coaching, bah, tu peux prendre le coaching avancé, par exemple. Donc, pour parler très concret en séduction, on a un programme de base qui s'appelle le programme Abondance. C'est le programme de coaching, le premier programme de coaching sur lequel rentrent les personnes chez nous. Une fois que tu as suivi le programme Abondance, bah, écoute, tu peux rester sur la communauté en prenant un abonnement. Abonnement mensuel, annuel ou à vie, suivant ce qu'il veut. Il prend l'abonnement mensuel, ok. 2 mois après, tiens, suivant, on te fait 20% de réduction pour l'abonnement annuel. Ok, il passe sur annuel. Après, il dit, tiens, tu peux prendre l'abonnement à vie. Ça, tu n'as plus à te faire chier. Ok, prends l'abonnement annuel à vie. Ah, et tu sais que comme tu es membre à vie, tu peux avoir une réduction sur les journées Dreamshot. Donc, les journées Dreamshot, c'est des sessions photos qu'on organise pour nos clients. Tu peux avoir une réduction sur ça. Hop. Ah tiens, tu as déjà fait un relooking chez nous dans le programme Abondance, tu peux en prendre un deuxième. Pour la saison, par exemple, imaginons il a fait son relooking en hiver, tu peux faire un relooking pour l'été parce que tu n'as pas la tenue d'été. 1 an après, le mec, il se lance dans un programme de muscu, il perd du poids, il s'affine. Faut peut-être faire un relooking pour actualiser parce que les vêtements que tu avais avant, ils ne te vont plus aujourd'hui, etc. Ah tiens, aujourd'hui, tu es en couple, tu as déjà été en couple, tu n'as pas d'expérience. Alors attention, tu risques de faire les erreurs de la routine, etc., de penser que c'est acquis, etc. Je te conseille, mais tu fais ce que tu veux, de regarder la méthode qui s'appelle la méthode La Paire, où en fait, je te donne le résultat d'expérience de toutes les années de couple que j'ai eu pour ne pas faire les mêmes conneries que moi, tu vois, pour éviter la routine, pour éviter l'infidélité, ce genre de choses. Et en fait, constamment, tu proposes un nouveau truc.
Et c'est ça qui fait à la fin, tu as une LTV de malade mental, tu vois. C'est en séduction, on dit toujours les mecs, ils veulent juste un e-book pour avoir des messages à copier-coller et ils se barrent. Et en fait, j'ai beaucoup de clients où on n'est pas très loin des 10 000 euros de LTV sur le marché de la séduction. Tu vois. On ne parle pas de make money. On ne parle pas d'un mastermind à 20 000 euros comme tu vois souvent. Tu vois. On parle juste de séduction. Tu vois. Alors, si tu appliques ça sur la séduction, imagine ce que tu peux faire dans le make money ou d'autres domaines. Donc, ça, c'est vraiment le mode de pensée que je vous encourage à avoir. Ce n'est pas maximiser le panier moyen sur le premier funnel, mais de chercher à maximiser la LTV. Parce que derrière, vous allez avoir un effet boule de neige. Parce que vous allez avoir de plus en plus de clients. Vos clients actuels, ils continuent d'acheter. Entre-temps, il y a de nouveaux clients qui arrivent qui eux aussi achètent. Et du coup, ça fait une croissance qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est toujours avoir une pensée long terme Oui. dans le business et pour tout. Et c'est là aussi un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les clients qu'on a, on doit leur apporter des résultats court terme pour qu'ils restent. Mais le vrai résultat, il sera toujours long terme. C'est toujours un peu pareil sur ce que tu disais. Hein. C'est-à-dire que le premier produit, il n'est pas là pour changer la vie de la personne, mais pour lui apporter un quick win, faire un premier résultat très rapide et applicable pour qu'il ait envie de continuer de te suivre. Et pas regarde, je vais compléter avec autre chose d'important et j'en parlais en plus dans l'interview que j'ai eue la semaine dernière. C'est hyper important de bien connaître votre client. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très concret du milieu de la séduction. Si un jour, vous montez un business de séduction pour hommes, vous demandez à vos clients masculins, vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et en fait, les mecs, leur premier besoin, c'est je veux des matchs sur Tinder parce que j'ai créé mon profil Tinder et mes photos sont nulles, mon profil est nul, donc je veux des matchs. Donc, les mecs, évidemment, on leur propose une méthode pour avoir des matchs. Et après, évidemment, le réflexe, c'est de se dire ah, bah tiens, tu veux aussi apprendre à gérer tes conversations et réussir à conclure en rendez-vous, machin. Sauf que non, en fait, le client, il va dire quoi ? Il va dire non, mais mec, je m'en fous. Moi, je veux juste des matchs. Les dates, je sais faire. En fait, le client a la conviction qu'une fois qu'il a des matchs Tinder, qu'il saura gérer la suite. Donc, plutôt que de le convaincre qu'il ne saura pas gérer la suite parce que ce n'est pas ce qu'il pense lui, encore une fois, même si c'est une énorme connerie, c'est son schéma de pensée à lui. Essayez pas de le convaincre du contraire. Tu dis, OK, voilà la méthode pour avoir des matchs. Vas-y, fais ton chemin. Donc, le client, il va faire quoi ? Il va appliquer la méthode, il va avoir des matchs, il va être content. Et très rapidement, il va se rendre compte qu'il ne s'en sort pas pour les conversations. Et pour les datings, encore moins. Il va se rendre compte qu'il se fait friendzoner. Il va se rendre compte qu'il fait des rendez-vous et que le lendemain du rendez-vous, il reçoit un message de la femme qu'il vient de rencontrer qui lui dit écoute, Nicolas, j'ai passé un super bon moment avec toi, mais je n'ai pas eu le petit truc qui fait que je me projette plus avec toi. Néanmoins, tu es un mec très sympa. Je suis convaincu que tu as trouvé la bonne pour toi. Je te souhaite une bonne continuation. Ça, c'est le genre de message que tous les mecs entendent, tu vois. Bonne continuation, surtout à la fin. Ça, c'est le truc qui fait, c'est le message qui fait mal, tu vois. Le fameux petit feeling qui n'était pas au rendez-vous. Donc, laissez-le aller au crash. Parce que si vous lui dites ça, tant que le client ne l'a pas vécu, il ne vous écoutera pas. Il va dire non, mais moi, je sais gérer, c'est bon, t'inquiète, machin et tout. Laissez-le aller au bout de son truc. Et une fois qu'il se sera pris le mur, donc j'appelle ça le mur, une fois qu'il sera pris le mur, c'est là qu'il va revenir vers vous. D'où l'importance, c'est là qu'on voit que tout est connecté, d'où l'importance d'avoir travaillé sa liste email pour que le mec continue de vous suivre. Pour pas qu'il ait la certitude qu'il a tout tiré de vous, qu'il a encore des choses à apprendre. Parce que c'est là qu'il va revenir vers vous et c'est là qu'il va ressortir la carte bleue pour acheter d'autres produits ou d'autres services chez vous, que ce soit le coaching ou d'autres méthodes. Ça, c'est hyper important à comprendre, c'est de respecter le schéma de pensée de votre client, même s'il est con, même si ce n'est pas le bon, même s'il est en train de faire une énorme erreur et que dans votre posture de sauveur, vous voulez le protéger de ça, parce que ça part d'un bon sentiment quelque part. On prend la posture de sauveur, on essaie de le dire, non, mais j'ai envie de t'éviter, machin. Ouais, mais il ne vous écoutera pas. Parce que des conseils qui ne sont pas sollicités ne sont pas écoutés par les gens. Ça, c'est un truc très important à comprendre dans le coaching. Pareil, copywriting, marketing, c'est exactement pareil. C'est-à-dire au tout début, quand j'ai commencé à faire du conseil en copywriting, j'allais voir les mecs, je leur disais ouais, là, machin, là, tu devrais faire mieux et tout. Le mec, il s'en fout parce qu'il se dit non, mais c'est bon, je gère, je sais faire et tout. Ok, fais ton truc, fais ton lancement, vas-y, hop. Il va se prendre un mur parce que les ventes ne vont pas être à la hauteur de ses espérances. Et là, il va revenir. Et là, il va revenir, va se dire ah ouais, tiens, Mike, je voulais te demander, là, la séquence mail, elle n'a pas trop marché, t'en penses quoi ?
Là, il va vous écouter, mais pas avant. Avant, il va dire, je connais mieux mes clients que toi. Toi, tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire. OK, fais. C'est hyper important à comprendre ça. Il y a le parcours de la personne et du coup, toi, en tant qu'entrepreneur, le parcours du client que tu optimises en fonction du parcours de la personne, Oui. entre guillemets. Yes, super intéressant. Parce qu'il y avait autre chose, je crois que tu as dit que c'était en un ou deux, je crois. Ce point-là. C'était 2 en un, mais oui, c'était Ah, ça. ok, bah nickel. Bah, franchement, moi, j'ai rien à dire, c'était canon. C'était vraiment Cool. canon. Tout ce que tu as dit, en plus, c'est tellement logique. Ça se voit que ça vient de l'expérience. C'est pas un truc que tu as inventé. Parce qu'il y en a, c'est un peu ça. Donc ça, c'est de l'expérience pure que vous partagez, Mike, et je pense que vous l'avez tous remarqué. A priori, vous avez tous kiffé le live. Je propose là, prendre un petit temps de questions-réponses. Si tout le monde, vous avez des questions, bah, ça a déjà commencé. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, et puis on va y répondre avec Mike, du coup. Donc, Romain, comment les entrepreneurs qui ont besoin d'email copywriter te trouvent et viennent à toi? Et bah, du coup, on peut partir là-dessus, ouais, effectivement, si tu veux répondre, Mike. Oui. Alors, le point d'entrée le point d'entrée, c'est ma liste personnelle. Donc, c'est-à-dire, bah, je pense que tu pourras mettre l'adresse Ouais, dans le chat, Mathias. ouais. Donc, c'est sur miketroy.biz. J'ai une liste email personnelle où en fait, j'envoie un email par jour. Et déjà, il faut être membre de la liste pour pouvoir travailler avec moi, que vous soyez entrepreneur ou copywriter, ou même pour demander des audits de vos pages de vente ou de vos emails, parce que c'est généralement ça qu'on me demande le plus. Donc d'abord, il faut être inscrit sur la liste personnelle. Je précise que c'est une liste où les accès sont validés à la main parce que je ne veux pas de touristes sur ma liste email. Je veux uniquement des entrepreneurs et des copywriters qui le sont vraiment et qui ont l'ambition d'apprendre et d'avancer. Donc, du coup, c'est pour ça que je valide à la main chaque personne qui candidate à la liste. Donc, prenez soin à bien remplir le formulaire parce que sinon, vous ne serez pas accepté. Ensuite, une fois que vous êtes sur la liste, bah, du coup, vous recevez les emails. Et à partir de là, vous pouvez, suivant les places qui me restent, réserver un audit. Donc, si vous êtes copywriter entrepreneur, parce que c'est aux deux populations que je m'adresse, un audit de votre page de vente ou de votre séquence email, parce qu'en général, les gens me contactent parce qu'ils veulent un avis sur leur page de vente ou leur séquence email, ou parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher ou pas, ou alors parce qu'ils ont fait un lancement qui n'a pas marché et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, du coup, ils réservent un audit avec moi. Ensuite, on fait un bilan sur ça. Et puis, à partir de là, bah, on voit si on peut avancer ensemble ou pas, suivant vos objectifs, suivant s'il me reste des places. Mm. Donc, voilà pour les différents points d'entrée. Enfin, il y en a qu'un, en fait, de Ouais. points d'entrée. Et moi, je peux que vous inviter, hein, si vous faites de l'email marketing, à aller travailler avec Mike. Il n'y a pas beaucoup de monde que je conseille, et Mike en fait clairement partie. Et je pense que vous avez compris pourquoi, donc je ne vais pas développer plus. On va répondre. Ah, il y a Jean-Sébastien qui nous met, je vais réécouter les replays chaque nuit avant de me coucher. Il y aura le replay à Ça chaque fois fait JS. bizarre de se dire qu'on va être écouté chaque nuit. En plus, connaissant JS, ça ne m'étonnerait pas de lui. Ouais. Il voulait quand même, alors, pour la petite anecdote, il voulait appeler son chien Boulette pour les bullet points. Donc, Ah voilà, ouais, ah ouais, il est motivé là. on est sur un niveau là. On a, T'appelles ton chien Boulette, t'appelles ton chat Upsell. Upsell, viens ici. Du coup, Luc qui nous dit, je te rejoins sur les structures de copywriting, Mike, même si je pense qu'il faut les maîtriser pour pouvoir les dépasser. Ma question, pourquoi tu n'aimes pas les pages de vente? C'est une bonne question. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, effectivement. Pourquoi je suis anti-page de vente? Parce que, alors pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que à moins d'être vraiment un crack dans l'écriture des pages de vente, globalement, c'est ultra chronophage. 2 fois sur 3, vous vous plantez. Vous passez 2 mois à essayer d'écrire la page de vente parfaite. Tout ça pour généralement un résultat mitigé. Et je le sais parce que je suis passé par là aussi, c'est-à-dire que quand je me formais, quand j'étais débutant intermédiaire en copywriting, je suis passé aussi par l'écriture de pages de vente. Quelques-unes ont marché, mais la plupart n'ont pas donné les résultats escomptés. Pas dans le sens où je ne faisais pas de vente, mais dans le sens où je m'attendais à faire beaucoup plus de ventes que ça. Parce que si je passe un mois sur une page de vente, c'est derrière voilà, pour faire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Tu vois. Et surtout, je me suis rendu compte que OK, j'écrivais la V1 d'une page de vente, mais en fait, un mois après, je revenais de l'éditer parce que je voyais des trucs qui ne m'allaient pas ou machin. Et donc, en fait, je passais beaucoup trop de temps
sur la page de vente, alors que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui convertit vraiment à court, moyen et long terme, c'est la relation que tu as avec ton audience, notamment avec les emails marketing. Et l'email marketing a un énorme avantage que les pages de vente n'ont pas, c'est que voilà, ça prend 20 minutes à écrire. Si à un moment, tu as fait une erreur, eh ben, tu la prends en compte et tu corriges pour le prochain email. Tu vois. Et c'est beaucoup plus flexible aussi parce qu'un email marketing, tu peux changer tous les jours en fonction de ce dont tu as envie de parler, en fonction de ton call to action, etc. Alors qu'écrire une page de vente de 8000 mots avec les 25 étapes de la structure machin que vous avez peut-être déjà vu passer, parce qu'il y a plein de structures de pages de vente qui existent, vous passez un temps de dingue dessus. Vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. De toute façon, vous allez la modifier après. Et en fait, à moins que vous vouliez dépenser 3 millions d'euros de publicité dessus pour amener un énorme trafic dessus, pour moi, ça ne vaut pas le coup. Pour moi, ce qui vaut beaucoup plus le coup, c'est que le call to action vers chez vous, ce soit votre liste email pour convertir dans la durée les personnes qui vous suivent. Pour moi, c'est le meilleur ratio. Encore une fois, je parle toujours de ratio gain-temps. Pour moi, c'est ce qui prend le moins de temps tout en vous permettant de gagner le plus possible. Parce qu'encore une fois, j'ai eu ma période work alcoolique où je passais ma vie à écrire des pages de vente. Je l'ai fait. Et si on est célibataire, qu'on n'a pas de vie de famille, qu'on n'a pas d'amis, ça peut marcher. Par contre, si vous voulez avoir un peu de vie sociale, si vous voulez passer du temps avec votre copain ou votre copine, si vous voulez voir votre famille, à moins d'avoir 10 ans d'expérience en marketing et de savoir exactement ce que vous faites, ça va juste vous conduire à sacrifier votre vie personnelle. C'est pour ça que je prône l'email marketing. Je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le dernier point. Moi, une page de vente, ça s'écrit rapidement. Parce que 80% du temps, je vais faire la recherche, l'écriture, ça me prend une demi-journée pour faire le premier brouillon. Et après, le reste, ça va se faire effectivement en relecture, etc. Par contre, là où je suis à 100% d'accord, et c'est vrai qu'en termes de ratio gain-temps, c'est un risque, clairement. Parce que ça peut, deux fois sur trois, ça se plante. Enfin, voilà, c'est clairement un risque. Et il y a un truc, et c'est pour ça aussi, j'ai un peu arrêté avec, en tout cas, la partie agence. Donc, quand on travaille avec des clients, c'est que c'est la facilité la complexité à corriger. C'est-à-dire que revenir dessus, c'est très compliqué parce qu'il faut garder la cohérence globale, comme tu disais. Et ça, c'est super, super chiant. On s'est cassé les dents plusieurs fois avec ça, avec l'agence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'agence, nous, effectivement, on fait que de l'emailing. On ne va pas faire de page de vente. Mais après, oui, voilà. Après, par contre, si vous kiffez, il faut pas. Moi, je kiffe les pages de vente, j'adore ça. Faut le faire pour moi, tu vois. Mais je suis complètement d'accord avec tous les points. Pour être clair, je ne dis pas que les pages de vente, ça ne marche pas. Bien sûr, ça marche. Mais ça marche surtout quand on a déjà un très bon niveau, selon moi. Et moi, je sais que je préfère l'email marketing pour la raison de flexibilité dont on parlait. Mais ça, oui, les pages de vente, quand elle est bien faite, quand vous savez ce que vous faites, que vous connaissez par cœur votre avatar client, que vous avez la bonne offre, etc. Donc, quand vraiment toutes les planètes sont alignées, là oui, ça marche. Ouais, mais c'est vrai que pour un débutant, c'est vrai que c'est compliqué et il vaut mieux jouer sur des clients qui ont une relation avec la base. Comme ça, on peut faire les emails, faire une petite page de vente très simple qui présente l'offre et comme ça, c'est moins prise de tête. Quand tu es débutant, je conseille à 200% l'email marketing. C'est le moyen le plus rapide d'accélérer la courbe d'apprentissage et de se former. Alors qu'un débutant qui commence direct par les pages de vente, mais il est sûr de se planter, c'est sûr. Il va passer 2 mois à essayer de faire le truc parfait et après, il fait revoir sa page de vente par un mec un peu plus avancé. Il va se faire démonter, tu vois. Clairement. D'ailleurs, justement, il y a Luc qui a une bonne question par rapport à ça. C'est comment tu envoies les lecteurs? Tu les envoies sur des bons de commande directes ou tu fais des mini pages de vente quand même? Bon de commande. Bon de commande direct avec le produit, la promesse. Tu mets la garantie dessus. Tu peux faire une liste de puces promesses. Et voilà. Quand je veux maximiser les ventes, ce que je fais, c'est que j'ajoute des puces promesses, effectivement. Tu peux rajouter un paragraphe aussi pour dire les résultats qu'il va avoir, c'est-à-dire sous 24 heures, tu vas avoir ça, sous une journée, tu vas avoir ça, sous 2 semaines, tu vas avoir ça, sous un mois, tu vas avoir ça. Et c'est tout, en fait. C'est un bon de commande amélioré, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas juste ce formulaire carte bleue machin. C'est tu mets une belle image, la promesse, tu mets un compte à rebours, tu mets des puces promesses, tu mets la garantie. Et voilà. Ouais. Et en fait, le pitch de vente derrière, tu les fais dans les emails. Tu vois, c'est dans les emails que tu vas actionner les différents leviers. Le problème, tu en parles dans les emails. La vie de rêve que le mec veut, tu en parles dans les emails.
la fausse solution, tu en parles dans les emails, tu vois. En fait, tout ça, tu le fais dans les emails. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les taux d'ouverture, les taux de clics, tu arrives à déterminer qu'est-ce qui marche le mieux dans tes emails. Ça, c'est l'autre gros avantage par rapport à une page de vente. Parce qu'une page de vente, à moins que tu utilises des outils pour voir où c'est que les gens s'arrêtent dans la lecture de la page de vente, ça existe, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus fiable. Les emails, par contre, c'est ultra fiable. C'est-à-dire qu'il y a des emails qui vont être beaucoup plus lus que d'autres. Donc, tu sais, ah bah tiens, celui-là, il a été très cliqué. Bah, lui, c'est qu'il a dû plaire. Ah, lui, pas trop ouvert. Bon, cet angle-là, il ne marche pas trop. Et en fait, ça te permet Tu as de la d'avoir data. cette C'est flexibilité. Tu vois. vrai que tu as raison. C'est clair que la page de vente, si elle ne marche pas, c'est difficile de savoir pourquoi. Alors qu'un email, Ouais. comme c'est juste un email, clairement. Clairement. Je prends juste une dernière question, parce qu'après, ça va commencer à être. On ne va pas abuser ton temps non plus. Donc, comment tu t'organises-tu pour trouver de bonnes idées pour tes emails quand tu fais de l'email quotidien? Donc, l'organisation. Bah, déjà, tu prends des anecdotes par rapport à ta vie personnelle. En fait, tu prends un peu de recul par rapport à ce qui t'arrive dans la journée et tu te poses la question, qu'est-ce qui serait intéressant par rapport à la thématique dont je parle? Par exemple, la séduction, ça peut être un truc aussi con que tu te promènes dans la rue, tu as vu un mec avec un beau visage très mal habillé, par exemple, bah, tu vas te dire, bah, tiens, tu vas faire un mail sur l'importance d'être bien habillé pour plaire aux femmes, par exemple. Ou alors, je sais pas, à un moment, tu vas travailler dans un café. Et là, tu vois un mec en costard-cravate, en sueur, qui est là, comme ça, et tout, en train de travailler. Bah, tu vas faire un email sur le déséquilibre vie professionnelle, vie personnelle. Tu vois. Donc, ça, c'est le premier truc que tu peux utiliser. Deuxième truc que tu peux utiliser, c'est les médias. Va sur, je sais pas, leparisien.fr, regarde l'actualité. Je sais pas, par exemple, il y a eu le présidentiel il n'y a pas longtemps. Tu peux pondre un email sur Macron. Par exemple, je te donne une idée comme ça. Voilà, Macron a été réélu. Entre nous, est-ce que tu penses vraiment que ça aurait changé quelque chose? Non, parce que le premier acteur dans ta vie, c'est toi. C'est pas Macron, c'est pas son futur Premier ministre, c'est pas la politique qu'il va faire, c'est pas machin, c'est toi. Et donc, du coup, tu peux faire un mail sur ça, sur l'importance d'arrêter de s'intéresser à la vie politique pour s'intéresser à sa propre vie, puisqu'on est le premier acteur, tu vois. Ou un autre exemple, par exemple, je crois à un moment, j'ai eu cette idée-là en plus. Tu sais, dans les élections présidentielles, il donnait les pourcentages de vote en fonction de la population masculine et féminine. Et tu vois que les femmes votaient majoritairement pour quelqu'un comme Macron et votaient pas du tout pour quelqu'un comme Zemmour, par exemple, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, bah tiens, si mathématiques, c'est la séduction pour hommes ou pour femmes, ça peut s'appliquer aux deux d'ailleurs, pourquoi? Bah tiens, et tu peux faire un mail sur ça. Tu dis, bah Macron, ça passe parce que déjà, il y a l'effet de halo. C'est-à-dire, Macron, il se présente bien, il est jeune, il est machin. Il a un peu un côté séducteur, tu vois, Macron. C'est ce qui fait qu'il accroche. Alors que Zemmour, il est très directif. Bah, dans le disque, tu vois, il est en plein dans la couleur rouge. Tu vois, il est très directif, il est incisif, il est machin. Donc, du coup, on se sent agressé, tu vois, quand il parle. Et du coup, tu peux faire un parallèle à la séduction. Tu dis, bah voilà, si tu veux apprendre à séduire une femme, il faut plus t'inspirer de ce que fait Macron, c'est-à-dire un peu de douceur, un peu de politiquement correct, un peu de machin, parce que c'est ça qui plaît, tu vois. Et tu peux faire un parallèle aussi en disant, bah Macron, il bénéficie de l'effet de halo, c'est ce qui le rend aussi séduisant, bah applique-le à toi. L'effet de halo, c'est bien s'habiller, être propre sur soi, être bien coiffé, etc. Tu vois. Donc, tu vas sur leparisien.fr ou 20 minutes ou n'importe quoi, tu vas trouver plein d'articles, tu les regardes un par un, des idées, tu vas en avoir plein, tu vois. C'est ce que je fais aussi très souvent. Là, comme dit Jean-Sébastien, la technique secrète de Macron pour séduire sa maîtresse. Ouais, c'est un peu ça. On empêche, ça pourrait faire un vrai mail, Jean-Sébastien. C'est une bonne idée, ça. Ça Et pourrait faire un mail. Jean-Sébastien, c'est le pro de l'email humoristique. J'arrête pas de lui dire de lancer là-dedans. Ah Et ouais, il bah m'écoute. ça, c'est bien trouvé. Ouais. Il veut pas m'écouter. Bah là, tu as la structure bénéfice plus curiosité, tu vois. C'est technique secrète pour séduire. Donc, bénéfice, apprendre à séduire. La maîtresse de CO2 de Macron. Ah, tiens, élément de curiosité. Qu'est-ce que c'est? Bah, je vais cliquer, je vais lire un email pour savoir ce que c'est. Parfait. Bah, écoute, vous avez entendu, du coup, Mike, il a aussi quelque chose à proposer aux copywriters. Peut-être, du coup, ça peut vous intéresser. Donc, si tu veux, Mike, si tu veux un petit peu en parler de ce que tu proposes, it's a moment. It's time. Ouais, bah déjà, inscrivez-vous à la liste email parce que Ouais, c'est le canal d'entrée. je remets le lien. Ouais. Ensuite, je propose deux choses. Donc, le premier, comme je disais, des audits d'email ou pages de vente. C'est généralement par ce canal-là que je choisis les clients avec qui je travaille.
Si vous voulez voir avec qui j'ai travaillé, je crois que j'ai mis 2 ou 3 témoignages sur le site. Ça vous donnera un ordre d'idée. Donc ça, c'est la première chose que je fais. L'autre chose que je fais, c'est là, je suis en train de finaliser la compilation de toute ma méthode d'emailing dans une formation. Donc, pour les entrepreneurs qui veulent appliquer ce système-là dans le détail sur leur business, ou bien les copywriters qui veulent mettre en œuvre ce système et qui veulent être certifiés aussi avec ce système, parce que ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est-à-dire que je veux en fait avoir des copywriters qui vont être formés à mes méthodes et qui vont être certifiés. Donc, derrière, ça va pouvoir leur permettre soit de travailler pour moi, donc c'est-à-dire sur mes différentes listes email, ou soit que moi, je les recommande à d'autres entrepreneurs qui ont besoin de copywriters, parce qu'il y en a. Donc, c'est une méthode qui s'appelle Rentier de l'email et que je suis en train de finaliser, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir semaine prochaine. Ok. Bah, écoutez, tout le monde, vous avez le lien pour vous inscrire. Et puis, bah, Mike, écoute, c'était stylé, c'était hyper propre. Et franchement, tu as déchiré. Je pense que tout le monde, Merci. peut valider ça, hein. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Vous pourrez trouver du coup Mike sur son site, vous inscrire sur sa liste mail, et puis bah, aussi vous allez pouvoir comme ça étudier aussi de l'intérieur de qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend en analysant tout ça. Et si Et vous bah, voulez écoute, voir des belles photos de Varsovie, je vous partage aussi mon Instagram. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble cette ville injustement méconnue, selon moi. ouais, selon moi aussi. C'est pas très visité, Varsovie, comme ville, mais à chaque fois que j'ai des nouvelles personnes qui visitent, ils sont très, très surpris de la modernité et de la ville, quoi, parce Mm. qu'on a toujours l'image que la Pologne, c'est le tiers-monde, mais en fait, pas du tout, quoi. Ouais, pas du tout. Ouais. On s'était rencontré pour tout le monde, on s'est rencontré avec Mike cet été à Varsovie. Je devais y passer un mois, j'y suis resté 3 parce que c'était trop stylé en fait. Ouais. Voilà, donc on n'est pas là pour faire la propagande de Varsovie. La propagande de Mike, c'est son site internet que vous avez en commentaire. Et puis, bah, écoutez, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, merci Mike encore. Merci à tous ceux qui sont venus, parce qu'on est quand même assez nombreux et ça, c'est chouette aussi. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui vienne à nos lives. Et puis, bah, il y aura le Merci à vous. replay. Il y aura le replay, évidemment. Et je vous dis tous à très bientôt. Passez une très belle fin de semaine. Salut Mike.